À 10 ans, ses parents lui ont dit qu'ils étaient fiers de lui. Ils l'ont enlacé aux portes d'une école d'élite, ont promis de revenir le dimanche, et ne sont jamais revenus. 14 ans plus tard, il les a revus, souriant sur une photo, tenant la fille qu'il avait remplacée. Restez avec moi pendant que je vous raconte son histoire, chaque détail brutal. Si cela vous touche, abonnez-vous, aimez et partagez avec quelqu'un qui doit l'entendre. Ce n'est pas juste une histoire, c'est ce que ressemble la trahison. Landon n'était qu'un garçon quand ses parents l'ont laissé à l'académie de Brookidge, une prestigieuse école en pleine campagne. Ils l'ont serré fort, lui ont dit combien ils étaient fiers, et ont promis de venir le chercher le dimanche. Il les a crus. Le dimanche est arrivé, mais pas eux. Au début, il a pensé qu'ils étaient peut-être juste en retard. Mais les jours, les semaines, puis les mois ont passé. Pas d'appel, pas de lettres, rien. À l'école, le personnel a supposé que les parents de Landon étaient peut-être juste occupés ou négligents. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils l'avaient réellement abandonné. Landon attendait aux portes de l'école tous les dimanches. Il se répétait sans cesse, « Ils viendront, ils l'ont promis ». Quand Landon a eu 13 ans, il a entendu quelque chose qui l'a brisé. 2 membres du personnel parlaient doucement dans le couloir. L'un d'eux a dit que ses frais de scolarité n'étaient payés que pour une année, en liquide, et qu'ils n'avaient jamais été renouvelés. C'est alors que Landon a compris la vérité. Ses parents ne l'avaient pas simplement oublié, ils avaient planifié cela. Ils l'avaient abandonné exprès. Peu après, l'école l'a expulsé. Il n'avait nulle part où aller, aucune famille à contacter. Il est resté dans le bureau principal pendant 3 jours entiers, espérant que quelqu'un franchirait la porte et dirait « Viens à la maison ». Mais personne n'est venu. Les services sociaux sont arrivés, ils l'ont emmené, et alors que les portes de l'école se refermaient derrière lui, Landon regardait par la fenêtre, sentant qu'une partie de lui était enfermée pour toujours. Son enfance s'est arrêtée là. Il n'a pas pleuré ce jour-là. Il est resté assis en silence, tenant son petit sac de sport, essayant de ne rien ressentir, car les sentiments faisaient mal. Dans son monde, personne ne revenait pour vous, et ils ne l'ont jamais fait. Après avoir été abandonné à l'école, Landon a été placé dans le système de foyer d'accueil. Au début, il pensait que les choses pourraient s'améliorer, que quelqu'un viendrait peut-être pour lui. Mais au lieu de cela, il a été ballotté d'une maison surpeuplée à une autre. Certaines maisons avaient des gens gentils, d'autres non. La plupart avaient trop d'enfants et pas assez d'attention. Il a vite appris que rester silencieux et discret évitait les problèmes. Être invisible était plus sûr que d'être vu. Il a cessé de parler beaucoup, de poser des questions, mais il n'a jamais cessé de vérifier. À chaque nouveau foyer, il regardait dans la boîte aux lettres, espérant une lettre à son nom, un message de ses parents, n'importe quoi. Mais il n'y avait jamais rien, pas une seule fois. La vérité l'a frappé lentement, comme une pluie froide traversant les vêtements. Ses parents ne l'avaient pas oublié, ils ne l'avaient pas perdu. Ils l'avaient abandonné exprès. Ils avaient choisi de disparaître complètement de sa vie. Un jour, vers ses 15 ans, il était assis dans un coin du bureau d'une assistante sociale, attendant un nouveau transfert. La femme au téléphone parlait nonchalamment, comme s'il n'était pas là. Non, les parents ont dit qu'il avait été placé chez des parents éloignés dans l'Oregon, probablement une erreur de paperasse, a-t-elle ri. Cette phrase l'a frappé plus fort que tout. Ils avaient menti. Ils savaient exactement où il était. Ils avaient dit à quelqu'un qu'il était avec de la famille, alors qu'il avait été jeté dans le système comme un déchet. Ce n'était pas une erreur, c'était une dissimulation, la preuve qu'ils avaient choisi de l'oublier et ne voulaient pas être retrouvés. Cette nuit-là, quelque chose a changé en Landon. La tristesse en lui a commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre, de plus acéré. Il ne s'agissait plus d'espérer leur retour. Il ne voulait plus d'enlacement, d'excuses, ni même de réponse. Il voulait les retrouver et leur faire ressentir la même douleur qu'ils lui avaient infligée. Ils avaient commencé une nouvelle vie pendant qu'il était ballotté comme une valise perdue. Il l'avait effacé comme s'il n'avait jamais existé. Mais lui n'avait pas oublié, il ne pouvait pas. À partir de ce jour, sa mission n'était plus de se réunir, mais de leur faire se souvenir, de détruire le parfait mensonge qu'ils avaient construit. Parce que certaines cicatrices ne s'effacent pas, certains enfants ne pardonnent pas. Et Landon, lui, n'était plus un garçon perdu. Il commençait tout juste. À 18 ans,
Landon a officiellement abandonné le garçon que ses parents avaient laissé. Il est allé au tribunal seul et a changé de nom. Pas de famille, pas de cérémonie, juste une signature discrète qui a effacé tout ce qu'il lui avait donné, y compris son nom de famille. Cela n'a pas effacé la douleur, mais ça lui a donné un peu de contrôle. C'était la première chose qu'il avait choisie pour lui-même. L'université n'a pas été facile. Il a obtenu une bourse, à peine suffisante pour couvrir les frais de scolarité. Il travaillait la nuit dans un dîner, lavait la vaisselle, réapprovisionnait les rayons, tout ce qu'il pouvait trouver. Pendant un temps, il vivait dans sa voiture, dormant sur les parkings du campus et se douchant dans la salle de sport. Il ne demandait jamais d'aide, pas une seule fois. La confiance était quelque chose dont il avait appris à se passer. Mais même en luttant pour survivre, il observait toujours, apprenait. Il restait silencieux en classe, mais prêtait attention à tout. Il étudiait plus que des manuels. Pendant son temps libre, il s'est appris à fouiller pour trouver des informations. Il a appris l'intelligence open source, comment tracer des noms, chercher des registres commerciaux, scanner d'anciennes bases de données immobilières et extraire des traces sur les réseaux sociaux. Il n'en parlait pas, mais chaque moment libre était consacré au même objectif, retrouver les parents qui avaient disparu. Pas pour une réconciliation, pour la vérité, pour la justice, pour la vengeance. Les années ont passé, il est devenu plus affûté, plus fort, plus patient. Il savait comment rester invisible, comment jouer sur le long terme. Puis, une nuit, en scannant d'anciens dossiers commerciaux depuis un ordinateur portable dans un café, il a vu quelque chose. Un petit renouvellement d'une LLC déposée sous un nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus d'une décennie, l'ancien alias de son père. Ce n'était rien d'extraordinaire, une entreprise oubliée sans activité, facile à manquer. Mais l'adresse sur le renouvellement était actuelle, récente, et ce n'était pas un immeuble de bureau, c'était une maison. Landon est resté assis longtemps, fixant l'écran. Tout en lui était calme, trop calme. C'était la première piste réelle en des années, et elle venait d'une petite fissure dans leur vie parfaitement cachée. Il a fermé l'ordinateur lentement et a murmuré pour lui-même « Je vous ai trouvé ». Landon n'était plus le garçon perdu qui attendait aux portes d'une école. Il était devenu quelqu'un d'autre, soigneusement, délibérément. Un nouveau nom, une nouvelle histoire, et un passé cousu avec des références falsifiées et un charme exercé. Il a appris à marcher avec confiance, à parler comme quelqu'un qui avait toujours appartenu à des pièces au plancher poli et à l'éclairage doux. Il savait quoi porter, quoi dire, et qui prétendre être. Quand il a déménagé dans la ville indiquée dans les registres de la LLC, il n'y est pas allé bruyamment. Il y est allé discrètement, inaperçu, comme une ombre qui s'installe. Il a loué un petit appartement, obtenu un emploi de consultant en utilisant l'identité qu'il avait construite, et ensuite, il a observé. Ses parents vivaient à seulement 30 minutes, bien à l'abri dans une communauté fermée avec de grands arbres, de grandes fenêtres et une pelouse bien entretenue. De loin, leur vie ressemblait à une page de magazine, voiture de luxe, voisins polis, 2 enfants qui ne lui ressemblaient en rien. Son père, désormais appelé Charles, dirigeait une petite firme d'investissement. Sa mère, Lorraine, était encore plus visible. Elle était maintenant une influenceuse lifestyle, avec des centaines de publications, des angles parfaits, des filtres chaleureux. Elle donnait des conseils parentaux, partageait des idées de Lunkbox, postait des vidéos de sa nouvelle famille riant sous des guirlandes lumineuses et des tentes de pique-nique. Mais une photo a arrêté Landon net. C'était juste un autre moment soigneusement orchestré. Lorraine assise sur une couverture dans un parc, souriant à la caméra, une fille sur ses genoux, l'autre dessinant à la craie. Mais à côté d'elle, à moitié glissé sous son bras, il y avait quelque chose que Landon n'avait pas vu depuis près de 15 ans. Son ours en peluche d'enfance, usé à l'oreille, avec le même petit patch cousu sur la jambe. Un ours dans lequel il avait pleuré, qu'il avait serré pendant les orages, caché dans son sac à dos quand il l'avait déposé à cette école. Et maintenant, il était dans sa photo, comme s'il avait toujours été là. Quelque chose en lui s'est fissuré. La rage, qui était restée silencieuse pendant des années, a commencé à parler. Ils avaient tourné la page, l'avaient effacée, construit une nouvelle vie sur des mensonges, et ils avaient même pris les morceaux qu'ils pensaient qu'ils avaient laissés derrière. Il n'était pas juste oublié, il était remplacé. Mais Landon n'était plus ce garçon. Il n'avait plus 10 ans, il n'avait plus peur. Il était prêt, et maintenant, il avait un plan.
Landon a obtenu un emploi dans un petit bureau immobilier haut de gamme, à seulement 5 miles du quartier fermé de ses parents. C'était assez facile, son faux CV était solide, son charme désarmant. En peu de temps, il s'est intégré. Il faisait la conversation, proposait des courses pour le café, et bientôt, les gens ont commencé à lui faire confiance. Chaque jour, il écoutait. Les collègues parlaient, les clients parlaient, les ragots locaux étaient une monnaie d'échange, et il les collectait soigneusement. Il a appris que ses parents étaient très aimés dans la communauté. Les gens les trouvaient gentils, généreux, le genre à organiser des collectes de fonds et à sponsoriser des événements scolaires. Sa mère, Lorraine, était particulièrement admirée, élégante, calme, toujours souriante. Son père, Charles, était respecté, même considéré comme un pilier du quartier. Mais le mensonge qui a frappé le plus fort est venu d'un collègue qui a dit nonchalamment « C'est tellement tragique. Leur premier enfant est mort dans un accident de voiture alors qu'ils vivaient à l'étranger, mais ils ont construit une belle vie depuis. » Landon n'a rien dit. Il a souri comme tout le monde, mais à l'intérieur, sa rage s'est intensifiée. Mort ? Ils avaient dit aux gens qu'il était mort. Il est rentré chez lui et a créé un faux compte Instagram, un adolescent crédible, avec de l'humour sportif et des selfies avec des camarades de classe. Puis, il a cherché la fille adolescente de ses parents, celle qu'il avait vue sur les photos. Elle s'appelait Émilie. Il lui a envoyé un message, juste un coucou décontracté, prétendant qu'ils allaient dans des écoles voisines. Elle a répondu, amicale, curieuse. Ils ont souvent discuté, plaisantant sur l'école, les profs, les films. Mais ce qui l'a troublé, ce n'était pas ses mots, c'était sa manière. Elle avait un tic nerveux qu'il reconnaissait. Elle touchait son cou quand elle était incertaine, tout comme lui autrefois. Puis, un jour, elle lui a envoyé une vidéo amusante. Sa manche a légèrement glissé, et il a vu quelque chose de petit sur son bras. Une tache de naissance, de la même forme et au même endroit que la sienne. Ce n'était pas une coïncidence. Il a fixé l'écran pendant des heures. Ce n'était pas seulement qu'ils l'avaient abandonné, ils avaient recommencé de zéro. Ils avaient créé un nouvel enfant, façonné pour lui ressembler, agir comme lui. C'était comme s'ils avaient copié et collé une version plus propre du fils qu'ils ne voulaient plus. Landon a réalisé que quelque chose de plus profond que l'abandon s'était produit. Il n'avait pas seulement été effacé, il avait été remplacé. Et maintenant, le jeu avait changé. La nuit du gala de charité, Landon se tenait au fond de la salle de bal, vêtu d'un costume emprunté, caché en pleine vue parmi les invités fortunés de la ville. Sa mère et son père sont arrivés pile à l'heure, se tenant la main comme le couple parfait. Les lumières scintillaient sur ses bijoux. Elle riait doucement, serrant des mains, saluant les invités. C'était comme regarder des étrangers portant des masques faits de son enfance. Il a attendu qu'elle s'excuse auprès de la foule et se dirige vers les toilettes. Il l'a suivie discrètement, son cœur battant, chaque pas répété dans sa tête. Dans le couloir où personne ne regardait, il s'est placé devant elle. « Pardon, madame », a-t-il dit avec un sourire doux. « Savez-vous si cet endroit s'appelait autrefois Grand Fielding ? Je crois y être venu une fois quand j'avais 10 ans. Ma mère m'avait dit que je pourrais avoir du gâteau au chocolat si je me tenais bien. » Elle s'est arrêtée. Le sourire sur son visage a vacillé légèrement, ses yeux se levant pour l'étudier plus attentivement. Pourtant, elle a hoché la tête poliment. « Je ne suis pas sûre, mais ça ressemble à quelque chose qu'une mère douce dirait. » Il a essayé encore. Elle a aussi dit qu'elle reviendrait le dimanche, qu'on irait au lac après. On n'a jamais atteint le lac. Sa main s'est figée sur le bord de son sac. Un instant a passé. « Tu me rappelles quelqu'un » a-t-elle dit, la voix plus faible maintenant. Nous pensions qu'il avait été envoyé au Canada. C'était ça, le mensonge, celui qu'elle et son père avaient raconté au monde, la preuve qu'elle savait. Sa poitrine s'est serrée, ses mains ont légèrement tremblé, mais il a gardé son visage impassible. Elle ne l'a pas reconnu, pas vraiment. Et si elle l'a fait, elle a fait semblant de ne pas le faire. Dans tous les cas, elle n'était pas innocente. Il lui a fait un léger signe de tête et a reculé. « Merci quand même », a-t-il dit, puis il s'est retourné et est parti avant que la douleur ne monte et ne se montre sur son visage. Il ne voulait pas de larmes, il voulait du contrôle. Dehors, l'air était vif et froid. Sa mâchoire s'est serrée alors qu'il les regardait à travers la vitre, riant à nouveau, leur monde intact.
Ce n'était pas encore le moment, mais maintenant, il avait tout ce dont il avait besoin, et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il a fallu des mois à Landon pour tout assembler. Chaque nuit après le travail, il s'asseyait dans son petit appartement avec rien d'autre que son ordinateur portable, une tasse de café froid et une rage silencieuse. Il a tracé des registres commerciaux, suivi des pistes financières, recoupé des reçus de dons avec de fausses associations caritatives soutenues par la société de son père. Tout était là, comptabilité douteuse, organisations écrans, déductions fiscales qui n'avaient aucun sens. Il n'a pas arrêté là. Il a déposé des demandes de liberté d'information, contacté son ancienne assistante sociale sous un faux nom et obtenu des documents expurgés de son temps en foyer. Il a tout scanné, registre scolaire avec la ligne des contacts d'urgence laissée vide, lettre de l'assistante sociale indiquant qu'aucun parent n'avait jamais donné suite, et glissé entre tout cela, la photo de son 10e anniversaire à l'école, seul à une table, un cupcake devant lui, personne d'autre dans la pièce. Il a créé des comptes e-mail anonymes et des téléphones jetables. Puis, il a préparé les colis, documents imprimés, feuilles de calcul financières, photos, chronologie. Il les a envoyés à l'IRS, à 3 grandes chaînes de télévision et à plusieurs entreprises qui sponsorisaient la marque d'influenceuse de sa mère. Pas d'adresse de retour, aucune trace. Puis, il a déclenché la bombe en ligne. Il a fait un long post sur Reddit, soigneusement formaté. Le titre disait « Cette femme a bâti sa marque sur des valeurs familiales, elle a abandonné son premier fils à 10 ans. » Il a téléchargé des registres scolaires, des notes de foyer, et des captures d'écran de son compte d'influenceuse à côté de photos de son enfance. L'ours en peluche, la même couverture de pique-nique, les thèmes d'anniversaire réutilisés. Il a posté le même contenu sur YouTube avec une narration vocale. Il a utilisé d'anciennes vidéos de son contenu pour contraster avec la vérité. Il a créé des dizaines de comptes jetables et a commencé à taguer sa page officielle partout. Où qu'elle se tourne, l'histoire était là. Le lendemain matin, ça a explosé. Des milliers de vues sont devenues des millions. Les commentaires affluaient, certains choqués, d'autres furieux. Ses sponsors ont commencé à se retirer. Les journalistes ont pris contact. Les gens ont reposté l'histoire sur toutes les plateformes. Certains influenceurs ont même fait des vidéos en réaction. Le hashtag abandonné par ma maman a été tendance pendant 2 jours. Son visage souriant, autrefois connu pour des conseils parentaux et des photos de brunch, était maintenant associé à la trahison. Landon n'a pas regardé cela avec joie. Il ne souriait pas. Mais pour la première fois en des années, il s'est senti vu. Il n'était plus le garçon perdu. Il était celui qui s'était assuré qu'il ne pouvait pas oublier. Les retombées ont été immédiates. Quelques jours après que l'exposé est devenu viral, l'IRS a officiellement ouvert une enquête sur les finances de Carter et Pierce, l'agence immobilière dirigée par le père de Landon. Les auditeurs ont commencé à demander des registres. Des lettres ont été envoyées, suivies de citations à comparaître. Ce qui avait commencé comme des murmures en ligne s'était transformé en conséquences réelles et tangibles. Les contrats d'influenceuse de sa mère ont disparu du jour au lendemain. Les marques qui louaient autrefois ces valeurs familiales émouvantes ont supprimé leurs anciennes collaborations. Les publications sponsorisées ont été discrètement retirées. Une entreprise a publié une déclaration disant qu'elle n'avait aucune connaissance de son passé et était profondément troublée par les allégations. Ces sections de commentaires sont devenues toxiques. Les gens partageaient des captures d'écran de ses posts familiaux et les recoupaient avec les registres d'enfance que Landon avait divulgués, se prouvant qu'elle avait abandonné un garçon de 10 ans à une école et n'était jamais revenu. Ses abonnés ont chuté par milliers. Puis, les journalistes sont arrivés. D'abord, ils ont campé devant leur quartier fermé, puis devant son café préféré. Des camionnettes de nouvelles locales se sont garées près de leur maison, leurs caméras tournant dès que quelqu'un sortait. Les voisins ont commencé à poser des questions. Les parents à l'école que fréquentaient ces jeunes enfants ont commencé à chuchoter. Leur vie parfaite se fissurait de toutes parts. Et à travers tout cela, Landon observait de loin, anonyme, calme, invisible à nouveau. Mais cette fois, c'était lui qui tirait les ficelles. Puis, un matin, un message est apparu dans sa boîte de réception. Pas de nom, pas de signature, juste une adresse email jetable et une ligne de sujet qui lui a serré la poitrine. Nous l'avons fait pour ta sécurité. Il a cliqué pour l'ouvrir.
C'était elle. Pas une longue lettre, juste quelques lignes. Elle disait qu'elle avait toujours craint qu'il ne devienne trop comme son père, en colère, instable, trop intense. Elle disait qu'il pensait qu'il était mieux de le laisser partir, qu'il l'avait placé en espérant qu'il serait adopté dans la paix. Elle disait qu'elle regardait parfois ses photos, qu'elle voyait la douleur dans ses yeux et ne savait pas comment la réparer. Elle disait désolée, mais ça ne sonnait pas comme du regret. Landon a fixé l'écran un moment. Tout était silencieux. Il attendait de ressentir quelque chose, colère, tristesse, apaisement. Mais rien n'est venu. Il a réalisé qu'elle n'essayait pas de s'excuser. Elle essayait de réécrire l'histoire, de se peindre comme une mère effrayée qui n'avait pas le choix, qui voulait bien faire. Ça n'a pas marché. Il n'a pas répondu. Il a fermé l'ordinateur, s'est levé et a regardé par la fenêtre. Le monde dehors continuait, les rues animées, les gens marchant, sans idée qu'une tempête avait traversé la vie de quelqu'un. Et pour la première fois, ce n'était pas sa vie qui s'effondrait, c'était la leur. Le café bourdonnait de conversations discrètes, du ronronnement des machines, du cliquetis des tasses. Landon était assis à une table dans un coin, les mains immobiles, les yeux fixés sur la porte. Elle est entrée lentement, des lunettes de soleil couvrant ses yeux, ses lèvres pincées en une ligne nerveuse. Elle semblait plus petite en personne, plus vieille aussi, mais toujours soignée, toujours impeccable, comme si rien ne s'était défait. Elle s'est assise en face de lui, tenant une tasse en papier comme si cela pouvait calmer ses mains tremblantes. Pendant quelques instants, aucun d'eux n'a parlé. Puis, elle a commencé, sa voix douce, répétée. Elle a parlé de dangers, de menaces liées aux affaires de son père, de gens à qui il devait de l'argent, le genre d'homme qui ne pardonne pas. Elle a dit qu'ils avaient dû disparaître, que le laisser derrière était le choix le plus dur qu'elle ait jamais fait, mais la seule façon de le garder en sécurité. Elle a dit qu'il pensait toujours que quelqu'un le trouverait, quelqu'un de gentil, que peut-être il valait mieux qu'il grandisse loin d'eux, qu'il méritait mieux. Elle a pleuré en parlant, de vraies larmes, ses épaules tremblaient, sa voix se brisait. Landon n'a pas dit un mot. Il l'a juste regardée, calmement, froidement. Quand elle s'est enfin tue, il a atteint dans la poche de son manteau et en a sorti une petite photo. Il l'a glissée sur la table sans un mot. C'était une photo d'école, une adolescente aux yeux noisettes, aux boucles douces, et un sourire timide. Sa main reposait à sa clavicule, juste assez pour révéler une petite marque pâle sous son cou. La même tache de naissance rare qu'il avait, même forme, même endroit. Sa voix était calme quand il a enfin parlé. « Tu ne m'as pas juste abandonné, a-t-il dit, tu m'as copié. » Son visage s'est effondré. Elle n'a pas essayé de nier. Son souffle s'est coupé, ses mains ont lâché la tasse. « Tu étais » a-t-elle commencé, mais les mots sortaient à peine. Puis, finalement, elle a murmuré « Tu étais une erreur qu'on ne pouvait pas réparer. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Landon s'est levé lentement, sa chaise a raclé le sol. Les sons du café continuaient autour d'eux, comme si rien ne s'était passé. Il l'a regardée, cette femme qui se disait autrefois sa mère. « Tu ne m'as pas perdu, a-t-il dit, tu m'as donné. » Et puis, il est sorti, la laissant à la table, entouré de chaleur et de bruit, mais soudainement plus seul que jamais. Il termine ce qu'il a commencé. Après des années à fouiller, se cacher et attendre, Landon envoie le dernier colis, celui-ci au procureur. Il contient les preuves les plus solides, fausses entreprises écrans, reçus de dons falsifiés, comptes cachés. Il n'y a plus de place pour le déni. Quelques jours plus tard, la nouvelle éclate. Son père est arrêté devant les caméras. Sa mère perd son dernier gros contrat de marque. Les sponsors s'enfuient. L'image de la famille parfaite se brise en temps réel. Mais Landon ne célèbre pas. Il ne se vante pas. Il regarde tout se dérouler calmement, de loin. Il reste en contact avec la fille, celle qui partage son sang mais pas ses souvenirs. Elle est confuse, en colère, secouée. Elle commence à poser des questions difficiles à la maison, à creuser des histoires qui n'ont plus de sens. Elle ne sait pas tout, mais elle en sait assez pour arrêter de croire. Un soir, Landon trouve une vieille enveloppe glissée profondément dans un dossier usé. À l'intérieur, il y a un dessin au crayon, fait par une main d'enfant, maladroit et coloré. Il montre une maison souriante, 2 parents en bâton, et un petit garçon. Le soleil est énorme dans le coin. Son nom est écrit en lettres tordues en haut. Il le regarde longuement,
Puis, sans un mot, il le sort dehors. Il allume une allumette. Le papier s'enflamme lentement, se recroquevillant en cendres douces et lumineuses. Il le regarde se désintégrer, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la fumée et du silence. Il ne leur pardonne pas. Il ne veut pas de réunion. Il n'y a pas d'enlacement, pas d'excuse finale, pas de retour en arrière. Mais il n'a plus besoin de ces choses. Parce que cette fois, ce n'était pas lui qui avait été abandonné. Cette fois, c'est lui qui est parti. Pensez-vous que Landon a fait le bon choix en s'éloignant, même après avoir tout exposé, ou aurait-il dû les laisser s'expliquer et peut-être essayer de reconstruire quelque chose? Dites-moi vos pensées dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Et si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.